Bonjour à tous et à toutes. Donc, mon nom est François Proulx. Je pense qu'on se connaît déjà pour la plupart. Donc, je travaille ici à l'Université Laval. Je suis professeur associé à la chaire de recherche en eau potable. Je travaille aussi à la Ville de Québec et avec la communauté métropolitaine. Il y a aussi avec nous Manuel Rodriguez, qui est professeur titulaire à l'École supérieure d'aménagement, développement et titulaire aussi de la chaire de recherche en eau potable. Donc, je vous remercie d'avoir répondu nombreux et nombreuses à cette invitation de la chaire pour cette 4e conférence de programmation de l'automne. Donc, les petits rappels d'usage. Donc, je vous demande durant la rencontre de garder votre caméra et votre micro fermés. Vous pouvez aussi communiquer avec nous tout le long de la conférence par le chat. Vous pouvez aussi adresser vos questions à la conférencière par la même fonction, la fonction chat, ou vous pouvez aussi me demander la parole lors de la période des questions. Je vous la donnerai pour que vous puissiez intervenir avec la conférencière. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Cynthia Compaoré. Cynthia détient une licence en ingénierie de l'eau et de l'environnement, un master en hydrogéologie et transfert et un master spécialisé en eau potable et assainissement. Elle a réalisé ses études et des stages au Burkina Faso, en France et au Luxembourg dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Elle a ensuite travaillé pendant 1 an pour des organismes internationaux, pendant 3 ans pour un bureau d'études au Burkina Faso, toujours dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Elle est actuellement étudiante au doctorat à l'École supérieure d'aménagement de territoire et développement régional sous la supervision de Manuel Rodriguez et Sonia Bemel. Elle est aussi membre du Centre de recherche en aménagement et développement de CRAD de l'Université Laval. Le titre de la conférence de Cynthia est « Changement climatique et eau potable, impact et adaptation ». Donc, à toi, Cynthia, la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Parfait. Donc, merci donc à tous d'être présents aujourd'hui pour cette midi-conférence et merci à François pour cette bonne présentation. Donc là, je vais aller directement au plan. Désolée. Donc, après une brève introduction, je vais vous parler des impacts des changements climatiques sur la qualité de l'eau potable. Puis, je vais vous présenter les solutions d'adaptation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on s'adapte actuellement, qui est censé mettre en place cette adaptation et est-ce que les personnes qui sont censées mettre en place cette adaptation sont sensibilisées aux impacts des changements climatiques et aux solutions d'adaptation qui existent actuellement. Enfin, on va passer à la conclusion. Donc, en guise d'introduction, je vous propose un rapide tour du monde des catastrophes climatiques qui ont été enregistrées cette année. On débute aux États-Unis avec la tempête Uri, qui a causé des dégâts qui sont estimés actuellement à plus d'une centaine de millions de dollars US. Ensuite, en été, on a enregistré toute une vague d'inondations. Ici, en image, vous avez les inondations qui ont fait plus de 200 morts en Allemagne et en Belgique. C'est le même bilan en Chine. Il y a eu d'autres catastrophes de ce genre-là, mais on a aussi enregistré en été toute une série de feux de forêt. On se souvient des feux qu'il y a eu dans l'Est du Canada. Il y en a eu aussi aux États-Unis, en Europe également, notamment en France, en Espagne, en Italie et même en Sibérie. Donc, il faut préciser ici que tous les chercheurs s'accordent à dire que ça va aller de mal en pire. Donc, moi, ici, je ne vous propose pas une présentation sur l'évolution parce qu'il y a déjà eu une très bonne présentation dessus, notamment au début des conférences midi. Donc, vous pouvez revoir la toute première conférence qu'il y a eu à ce sujet-là. Je vais passer donc directement aux impacts. Donc, pour ce qui est des sécheresses et puis des vagues de chaleur, il faut dire qu'elles provoquent des accumulations des polluants, puis aussi une dégradation du couvert végétal. Il faut dire que les vagues de chaleur et les sécheresses sont aussi de grands précurseurs de feux de forêt et de développement d'algues au niveau des sources d'eau de surface.
Les inondations, quant à elles, augmentent le ruissellement, mobilisent aussi plus de polluants et provoquent aussi des débordements des égouts. Enfin, on a les fortes périodes de froid qui provoquent aussi une accumulation des pollutions et sont source d'inondations au moment des dégels, surtout au printemps. Ici, vous avez une image de ce que c'est qu'un bassin versant, qui est l'aire de collecte pour les sources d'eau de surface. C'est-à-dire que quand il y a une pluie, ben, ça provoque des ruissellements et les ruissellements vont charrier toutes les pollutions pour les ramener au niveau des sources d'eau de surface. Donc, en fonction des activités humaines qu'il y aura sur la superficie du bassin versant, on aura divers types de polluants. Ici, on voit que pour les activités agricoles et aussi l'élevage, on va générer surtout des pesticides, puis des herbicides et des matières organiques. Tandis que dans les villes, on va plutôt récolter des produits pharmaceutiques, des sels de voirie, des produits pétrochimiques, mais aussi des métaux lourds. Au niveau des forêts, il faut dire qu'en général, les forêts jouent un rôle de traitement vraiment basique, mais très essentiel des eaux de ruissellement. Le problème, c'est que quand il y a feu de forêt, les forêts sont détruites, donc elles ne peuvent plus assurer ce rôle-là. Et en plus, elles génèrent d'autres pollutions. Donc, toutes ces pollutions, comme je vous l'ai dit tantôt, vont aller se retrouver au niveau des sources d'eau de surface. Et ces eaux de surface-là seront collectées pour être acheminées au niveau des usines de traitement. La conséquence, c'est qu'on achemine beaucoup de matière organique et ça, c'est vraiment pas bon pour la coagulation-floculation. Ça entraîne une forte baisse de rendement de la coagulation-floculation et ça a une répercussion sur tous les autres procédés de traitement, notamment au niveau des membranes de filtration qui vont colmater plus rapidement et aussi au niveau de la désinfection où il y a un fort risque de production de sous-produits de désinfection et aussi un important risque de recroissance bactérienne. En ce qui concerne les réseaux de distribution, il faut dire que les grands froids entraînent un gel et dégel des conduites, ce qui accroît le risque de fissuration et donc d'intrusion de polluants dans l'eau potable qui est distribuée. C'est le même problème pour la corrosion des canalisations. Puis quand il y a des feux de forêt, ça peut être tellement intense que ça va aller jusqu'à brûler les canalisations. Puis là, la distribution d'eau potable n'est plus du tout possible. Enfin, comme je vous ai expliqué tantôt, les changements climatiques entraînent une plus grande collecte de polluants, notamment de matières organiques. Et donc ça accroît le risque de recroissance bactérienne au niveau des canalisations de distribution d'eau potable et ça diminue la quantité de chlore résiduel qui est censé être en quantité suffisante au niveau des réseaux de distribution. Donc, en conclusion des impacts, on a une dégradation de la qualité de l'eau à la source, une baisse des rendements des procédés de traitement au niveau des usines de traitement et une dégradation potentielle de la qualité de l'eau potable dans les réseaux de distribution. Donc, vous me direz qu'il est urgent de réduire tout ce qui cause des changements climatiques, puis de s'y adapter. Mais comment est-ce qu'on s'adapte? Puis, qui est-ce qui est responsable de mettre en place cette adaptation? Et est-ce qu'il est au courant des impacts des changements climatiques sur la qualité de l'eau? Et est-ce qu'il connaît les solutions d'adaptation qui existent en ce moment? Pour répondre au comment, au niveau de la source, on a toute une série de lois puis de réglementations qui permettent surtout de réduire la quantité, mais aussi les différents types de polluants qui sont produits au niveau des bassins versants. Mais aussi, il y a des stratégies techniques qui permettent de réduire ou de protéger les sources d'eau de surface.
Il y a également des solutions, enfin des lois et des réglementations au niveau des usines de traitement. Ça, c'est surtout pour réguler tout ce qui est caractéristique au niveau de la qualité de l'eau potable qui est produite par les usines de traitement. Il y a aussi des stratégies techniques qui permettent d'accroître les performances des usines de traitement. Puis enfin, on a les outils d'aide à la décision qui sont utilisés pour vraiment planifier, mais aussi mettre une ligne directrice pour tout ce qui est stratégique d'adaptation qui est mise en place de la source jusqu'au réseau de distribution. Et nous, pour notre étude, on s'intéresse aux outils d'aide à la décision. Alors, dans la littérature, il existe toute une panoplie de définitions pour ce que c'est qu'un outil d'aide à la décision. Nous, on a décidé de retenir la définition de Amanda et Al, qui dit que les outils d'aide à la décision, ça permet d'analyser les problèmes de la qualité de l'eau. Ça permet de représenter ces problèmes-là, ainsi que d'analyser les données qui sont collectées en lien avec la qualité de l'eau depuis la source jusqu'au réseau de distribution. Et ça permet aussi une optimisation des décisions d'adaptation qui sont prises. Le problème, c'est que ces systèmes d'aide à la décision, ils sont peu connus, soit parce qu'ils coûtent très cher, soit parce qu'ils sont difficilement utilisables, notamment parce qu'il y a un problème de transfert de la recherche vers le domaine pratique, mais aussi même au sein du domaine pratique, parce qu'il y a des exemples de cas où vraiment, il y a un problème de transfert de connaissances des personnes qui maîtrisent ou qui sont censées maîtriser ces outils-là vers des personnes moins sachantes. Et surtout, le problème se pose quand il y a un départ à la retraite ou simplement une démission de ces personnes-là. Et enfin, il y a certaines personnes dans le monde pratique qui trouvent que ces outils-là sont un peu inadéquats, soit parce qu'ils ne répondent pas vraiment à leurs besoins ou qu'ils ne correspondent pas vraiment à leur, comment dire, ils ne répondent pas vraiment à leur niveau d'inquiétude ou alors qu'ils nécessitent des données qui sont difficilement accessibles. Donc, pour répondre à la question de qui est-ce qui est responsable de mettre en place les solutions d'adaptation au changement climatique, nous, on a fait une analyse de la gestion de l'eau au Canada, de la source au robinet. Et il faut dire qu'au Canada, la gestion est basée sur une approche de barrières multiples. Ça veut dire qu'au niveau des sources, il y a les sources et puis le traitement et la distribution sont considérés comme des entités séparées. Et il y a plusieurs couches après de structures, mais aussi de personnes qui interviennent dans la gestion de l'eau au Canada. Donc ici, au niveau de la source, on voit aussi bien à la source qu'au niveau des usines de traitement que la distribution, que c'est les municipalités qui sont en première ligne. Puis, au niveau de la source, on rajoute les MRC, qui sont des regroupements de municipalités. Puis, enfin, on a les OBV qui sont chargés de mettre en place la politique de gestion par bassin versant des sources d'eau de surface. Ensuite, on a le provincial qui intervient. C'est le provincial qui vraiment met en place la réglementation à suivre sur toute l'étendue de la province. Et enfin, on a le fédéral qui intervient pour donner vraiment les grandes lignes à suivre sur l'étendue du territoire canadien. Dans cette gestion-là, on a aussi les experts qui interviennent en général au niveau du fédéral ou du provincial pour vraiment permettre d'étayer les connaissances, qu'elles soient scientifiques pour la gestion de l'eau, mais aussi pour
pour faciliter les prises de décision au niveau de la gestion de l'eau. Il y a également en dernière ligne les acteurs communautaires puis les acteurs économiques qui interviennent aussi dans cette gestion de l'eau au Canada. Il faut préciser que vraiment, c'est les municipalités qui interviennent en première ligne. Ce sont les municipalités qui sont chargées de mettre en place toutes les décisions prises pour ce qui est de la gestion de l'eau. Donc, les municipalités, quand on dit municipalité, on voit soit élus, soit personnel qui travaille au niveau des municipalités. Au niveau du personnel, on a les gestionnaires, mais aussi les responsables de la qualité de l'eau et les opérateurs. Nous, on va surtout s'intéresser aux gestionnaires, aux responsables de la qualité et aux opérateurs. Pourquoi cela? Parce que d'une façon générale, on peut remarquer que dans les sciences dites dures, dont celle fait partie les sciences liées à l'eau, en général, on se concentre surtout sur tout ce qui est technique, sur tout ce qui est quantitatif. On oublie que jusqu'à maintenant, et je l'espère pour bien longtemps encore, c'est l'humain qui gère. Donc, c'est vraiment important qu'on prenne en compte l'interaction humaine et technique. Et si on reste sur cette lancée-là, moi, je me suis commencé à intéresser aux études qui ont permis de s'intéresser à l'impact de l'humain sur tout ce qui est adaptation au changement climatique. Comment l'humain est pris en compte dans cette adaptation au changement climatique-là. Puis là, il y a plusieurs conclusions. Donc, en premier, il y a certaines personnes qui font un rejet total ou partiel de la situation, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui trouvent que les changements climatiques, ça n'existe pas ou que ça existe, mais c'est de l'ordre naturel des choses. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a rien à faire. Et il y a des personnes qui font un rejet partiel, dans le sens qu'elles se disent que tout le monde peut être impacté, mais pas elles. Fait que ça peut conduire à la non-mise en place d'actions. Et ça, c'est problématique. Ensuite, il y a les personnes qui sont informées de la situation, qui l'acceptent, mais elles se sentent vraiment impuissantes face à la situation. Soit parce que elles n'ont pas les moyens d'interagir, soit parce qu'elles trouvent que c'est plus d'une manière individuelle, elles ne peuvent rien elles peuvent rien y faire. C'est vraiment au gouvernement, au pouvoir en place de faire tout pour que la situation soit réglée. Donc là, soit on va à la non-mise en place d'action, soit il y a une mise en place d'action, mais vraiment très modérée. Et enfin, il y a les personnes qui réagissent de façon positive à tout ça et puis qui mettent en place des solutions durables dans le temps. Nous, ici, comme je l'ai dit, en général, dans les sciences de l'eau, il y a très, très peu d'études qui prennent vraiment en compte l'interaction humaine et technique. Moi, dans le cas de l'impact des changements climatiques sur la qualité de l'eau, j'ai trouvé seulement 6 études qui s'intéressent à cette problématique-là. Et là, je vous présente les résultats d'une étude qui a été menée au Canada. C'est l'étude de Bretel et al. Et en fait, ils ont posé des questions très générales aux enquêtés, notamment pour savoir si ils étaient informés des impacts des changements climatiques sur la qualité de l'eau, mais aussi sur les systèmes de distribution de l'eau potable. Et est-ce que ces personnes-là utilisent des modèles des changements climatiques pour s'adapter aux
changement climatique. Ici, en rouge, on a les réponses négatives et en bleu, les réponses positives. Donc, on voit qu'il y a vraiment une moyenne de 70% des répondants qui répondent vraiment négativement à toutes ces questions-là. Donc, en conclusion, il faut dire que les impacts des changements climatiques sont assez importants sur la qualité de l'eau et qu'il est important de mettre en place des actions fortes et soutenues. Que les outils d'aide à la décision peuvent apporter vraiment beaucoup dans cette adaptation et qu'il est important qu'on prenne en compte l'aspect humain, l'interaction humain et technique pour faciliter cette mise en place, notamment en s'intéressant aux exploitants, c'est-à-dire à comment est-ce que ces exploitants-là appréhendent les changements climatiques, comment est-ce qu'ils passent à l'action avec les solutions d'adaptation qui existent, puis quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans cette adaptation-là. Et c'est les questions auxquelles nous, on s'intéresse. C'est pourquoi on a lancé une enquête auprès des municipalités, justement pour trouver des réponses à toutes ces questions-là. Et donc, si vous connaissez des personnes qui pourraient répondre à ce questionnaire, vraiment, ce serait très apprécié que vous nous aidiez à le diffuser le plus possible. C'est terminé pour moi. Je vous remercie de votre attention. Oui, excusez-moi. Je voulais aussi vous présenter une vidéo qui a été une vidéo très, très, très courte que j'ai conçue, voilà, c'est ça le mot, pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire là et aussi pour faire la diffusion du questionnaire. Donc, je vais vous présenter la vidéo. Ça ne sera pas bien. Ouais, il faut que je le partage. C'est partagé là? Oui, c'est beau. Oui, d'accord. Donc, c'est terminé. Si vous avez des questions, je suis toute disposée à vous répondre. Merci. Ouais, Cynthia, c'est très intéressant comme conférence. Est-ce qu'il y a des questions du côté de la salle? Manuel? Oui. Oui. Yanis? C'est une question commentaire. Merci beaucoup pour la présentation. Il faudrait ouvrir le micro.
Ah oui. Ok, donc beaucoup de municipalités ont l'air d'avoir un plan d'adaptation. Je crois qu'il y a que 40% qui disent qu'elles sont munies d'un plan d'adaptation. Mais en même temps, quand on regarde sur la sensibilisation aux problématiques liées au changement climatique, finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus faible le pourcentage de gens qui sont sensibilisés. Donc finalement, ça rejoint un peu ce que tu montrais au début. C'est comment sensibiliser les personnes. Parce que si on y arrive, c'est comme ça qu'ils se serviront bien de ces plans d'adaptation-là. Finalement, c'est un peu comme mettre la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a un plan d'adaptation, mais finalement, on n'a pas la sensibilisation qui vient en avant. Donc, c'est intéressant de voir ce que nous aurons cité résultats là-dessus. Voilà. Merci. C'était un commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté de la salle? Non. Au niveau du chat, si on nous demande d'avoir pourrions-nous avoir le lien du vidéo afin de le partager à notre réseau? Donc, ce que je pourrais faire, c'est, Cynthia, si tu veux me l'envoyer, je vais le partager à tous ceux qui s'étaient inscrits à la conférence aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de l'envoyer. C'est ça. Donc, je n'ai pas beaucoup de questions non plus de l'Assemblée qui assiste de façon virtuelle. Une minute. Oh. OK, merci pour cette présentation. C'est une question d'Emmanuel Soyeux. Merci pour cette présentation. En plus des problèmes qualitatifs, anticipez-vous des problèmes quantitatifs? Oui, effectivement, il y a des problèmes quantitatifs et ils sont très abordés dans la littérature. Il y a, comment dire, pas mal de chercheurs qui se sont intéressés à cette question-là, mais nous, on s'est plus intéressés aux problèmes qualitatifs. Comme je l'ai dit, dans la littérature, on a trouvé très peu de recherches qui s'intéressent à cette question-là. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur l'aspect qualitatif. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à la question? Oui, donc, mais, il y a une question de Mélanie Deslongchamps, qui nous remercie pour la présentation. Vous diriez quoi à un opérateur d'usine de traitement qui dit que ce n'est pas la peine de se soucier par la qualité de l'eau à la source, car on peut tout traiter? Est-ce que tu m'entends? Oui, j'entends. Oui, parfait. À cet opérateur-là, au niveau moi, je dirais qu'effectivement, ça fait partie des raisons qu'on croise de façon générale. Et je pense même qu'à la première conférence, Ralph, il a dit que le problème, surtout en Europe, c'est que les gens pensent que la science peut tout régler. Mais je le dirais qu'actuellement, s'ils regardent bien au niveau de la littérature, les solutions techniques, notamment au niveau des traitements, montrent qu'on a beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Notamment, on a du mal à régler on a du mal à trouver la façon de doser de façon très optimum les réactifs au niveau du traitement. Quand je prends par exemple au niveau de la coagulation, flocculation, il y a un certain optimum qu'on a du mal à trouver pour limiter la production d'autres polluants tels que les sous-produits de la désinfection. Comme vous le savez, les sous-produits de la désinfection sont très nocifs à la santé humaine, mais aussi ils impactent aussi tout ce qui est tout ce qui est lié à la reproduction humaine. Donc, de trouver des doses optimum pour réduire les polluants et en même temps limiter ces produits de la désinfection, on a vraiment du mal en ce moment. Donc, actuellement, la technique ne peut pas tout résoudre.
D'autant plus qu'il peut y avoir des variations brusques et temporaires de la qualité d'eau brute. Et puis, à ce moment-là, s'adapter rapidement, ça peut être assez difficile. Ouais, et c'est la technique que Christian a bien développée lors de sa dernière présentation. Il a montré à quel point, vraiment, au niveau des usines de traitement, on a du mal à s'ajuster à temps pour résoudre tous ces problèmes-là, notamment quand il y a des fortes pluies et que de fortes concentrations arrivent. Il y a un délai pour vraiment choisir les solutions adéquates pour répondre aux problèmes. Donc, il y a toute une panoplie. Ici, j'ai une question de Flora Wagner, donc merci aussi pour la présentation. Elle demande quand l'enquête a débuté et est-ce qu'il y a eu beaucoup de participation jusqu'à maintenant? Oui. Donc, nous sommes désolés pour le petit contretemps. Donc, on avait des problèmes techniques, comme on dit à Radio-Canada. Donc, je ne sais pas si tu avais entendu la dernière question, Cynthia. Donc, on demandait, Flora Wagner demandait quand l'enquête a débuté et puis s'il y avait beaucoup de participation jusqu'à maintenant. L'enquête a débuté il y a plus de 3 semaines maintenant, mais non, il n'y a presque pas de participation. Il va falloir mousser un peu. C'est ça. Ouais. Donc, on a quelqu'un de loin, du Sénégal, qui nous remercie pour la présentation. Donc, M. Boubacar Baldé, qui nous remercie. Simon B, qui dit, pouvez-vous préciser les informations prises en compte dans les outils d'aide à la décision et leur utilité? Avez-vous des exemples? Oui. J'ai des exemples. Je peux vous présenter quelques-uns. Tu te partages celui-là? Non, c'est pas partagé. Je vais changer d'écran. Donc, là, c'est le premier exemple que je peux vous présenter. C'est un outil d'aide à la décision qui a été développé par Imen et Anne en 2018. Cet outil d'aide à la décision, là, il prend en compte tout ce qui est paramètres climatiques, c'est-à-dire précipitation puis température, qui interviennent au niveau des impacts des changements climatiques sur la qualité. C'est un outil qui est utilisé plus au niveau des sources pour permettre de collecter en fait toutes les données qu'il y a au niveau de la source. Là, je vous ai mis en exemple un cas de sécheresse, de sécheresse suivie de fortes pluies. Et donc, en fait, ce que le modèle fait, c'est qu'il prend en compte toutes les données qui existent, notamment au niveau
des paramètres de la qualité de l'eau, c'est-à-dire ici c'était la turbidité, la température et la pluviométrie, je l'ai dit. Il y avait aussi tout ce qui est, comment dire, paramètres, là, il y avait le pH aussi. Donc l'outil capte, comment dire, traite tous ces données-là au niveau du modèle et ça ressort tous les impacts qui peuvent, tous les impacts qui en ressortent, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura des problèmes au niveau du traitement, puis comment dire, quelle attitude il faudrait adopter pour un traitement optimum de cette ressource d'eau-là. Puis enfin, ça amène au niveau de l'interface toutes ces données-là. Et donc, la personne en charge de cet outil, en charge du traitement de l'eau, reçoit toutes les propositions de solutions d'adaptation que l'outil peut proposer. Et c'est à lui, vraiment à lui, en fonction de son expérience et des paramètres liés à l'usine de traitement qu'il administre, de mettre en place les solutions vraiment adaptées. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un rapport humain-technique. Donc, en deuxième cas, il y a cet outil-là qui s'appelle WaterWise, qui a été développé par Allen et Al. Lui, il fonctionne avec des capteurs qui font l'acquisition de données en temps réel au niveau du réseau de distribution, mais aussi au niveau de la source. Donc, les capteurs génèrent les données et les ramènent au niveau du serveur qui va analyser ces données-là, puis faire une prédiction de l'évolution de la qualité de l'eau et va envoyer toutes ces informations-là au niveau de l'interface utilisateur. Et encore une fois, c'est à l'utilisateur, en fonction de son expérience, de ses connaissances, de choisir les solutions les plus adéquates. Voilà les exemples que j'ai à vous présenter. J'aurais une question ici de Louis-Charles Rainville, de la DSP, je crois. Donc, il voudrait, un superbe travail. Que pensez-vous des impacts des changements climatiques sur les réseaux d'eau potable approvisionnés en eau souterraine? Et il y aurait l'impression que ceux-ci seraient différents. Que les impacts des changements climatiques seraient différents pour l'eau souterraine. Et uniquement au niveau du réseau de distribution ou aussi au niveau de l'usine de traitement? Bien, ce serait plus, d'après moi, pour l'eau qui arrive, l'eau souterraine en général, j'ai l'impression. D'accord. Parce que pour ce qui est des eaux souterraines, en fait, c'est assez c'est simple et complexe à la fois, parce qu'il existe plusieurs types d'eau souterraines. Il y a les eaux souterraines vraiment captives, c'est-à-dire que la ressource est vraiment bien protégée par la géologie en place. C'est que cette eau captive-là, elle est naturellement protégée. Donc, les changements climatiques qui arrivent, on va dire, en surface, ils ont très peu d'impact sur ce type d'eau souterraine. Puis ensuite, il y a les eaux souterraines, elles peuvent être captives ou non captives, qui sont en lien avec la mer, en fait. Là, avec les changements climatiques, au niveau des zones côtières, il y a un fort risque d'intrusion des eaux de la mer, donc une contamination de cette ressource, et c'est vraiment une contamination saline et ça cause vraiment beaucoup de problèmes, notamment au niveau des usines de traitement, mais aussi au niveau des réseaux de distribution. Pourquoi? Parce qu'on a encore du mal à développer des solutions techniques qui permettent vraiment de réduire de façon très considérable le taux
de sel dans cette eau-là. Fait qu'il y aura un risque de corrosion important, notamment pour les réseaux de distribution qui sont en fonte ou dans les matières ductiles, en fait. Puis enfin, il y a les eaux souterraines qui sont vraiment en contact avec les eaux de surface. Là, si l'eau de surface draine les eaux souterraines, c'est-à-dire que c'est les eaux souterraines qui alimentent l'eau de surface, il n'y aura pas vraiment de problème au niveau de la source d'eau souterraine. Par contre, quand c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'eau de surface est alimentée par l'eau souterraine est alimentée par les eaux de surface, étant donné que l'eau de surface est en contact direct avec la surface, donc en contact direct avec les changements climatiques, l'eau de surface sera, si elle est contaminée, elle va aller contaminer la ressource souterraine. Et là, en fait, on en revient à tout ce qui est problématique de qualité au niveau des eaux de surface. En fait. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que c'est assez complet, effectivement. Pour répondre à M. David Consalves, je ne sais pas si on prononce le S à la fin, la DSP, donc il dit qu'il y a une super présentation. Il voudrait donc avoir le lien de la vidéo. Effectivement, nos liens vidéo sont... J'essaie de faire ça le plus rapidement possible, mais normalement, le vendredi ou lundi ou plus tard, là, c'est mis sur le site de la chaire, puis je vous ai mis le lien du site de la chaire un petit peu plus haut dans la conversation. Donc, vous avez accès d'ailleurs à toutes les conférences de la chaire depuis le début des conférences. Puis, n'hésitez pas à partager. C'est fait pour diffuser la connaissance. Donc, c'est ça. Donc, ici, l'OBV Charlevoix Montmorency dit qu'ils ont déjà partagé avec plaisir la vidéo que tu nous as présentée. Merci. OK. Emmanuel Soyeux, donc ça, on l'a vu. Oui, ça va. Quantitatif, ça, c'est... On a un bonjour du Congo. Donc, on commence à être international avec nos conférences. Donc, un Gaston de Congo. Bon, il y a une petite blague. OK. Je crois, Sonia, que j'ai répondu. Je suis remonté dans le fil, ça va. Oui, c'est beau. Oui, oui, oui. Donc, Michel Landry qui dit à l'OBBI Yamaska, on parle beaucoup de sensibilisation, mais il y a une disparité entre les gens d'y sensibiliser les actions concrètes sur l'aménagement du territoire. Est-ce que votre recherche pense adresser le passage à l'action? On sait par exemple que nos systèmes de traitement ne considèrent pas les contaminants émergents et les fluctuations des changements climatiques vont amplifier ces enjeux. Donc, par un manque de dilution ou une surabondance de ces contaminants-là. Donc, est-ce que tu crois adresser ces choses-là dans ta recherche? Donc, moi, ma recherche, c'est vraiment, comme je l'ai dit précédemment, nous, on cherche vraiment à savoir pourquoi, justement, il y a cette, comment dire, cette disparité entre les gens sensibilisés et puis la mise en place d'actions vraiment d'adaptation. Donc, c'est de savoir vraiment c'est quoi le problème. Est-ce que c'est un problème de perception, un problème de croyance? Parce que si c'est le cas, c'est plus l'aspect sociologique qu'il faut aller voir ou psychologique. Et ça, nous, on ne peut pas faire... Enfin, j'aimerais bien avoir l'accord sociologique à mon acte, là, mais je ne l'ai pas. Après, il y a les problèmes qui sont vraiment liés aux organisations structurelles au niveau des usines de traitement. Et l'un des problèmes que j'ai évoqué tantôt, c'est le transfert de connaissances. Ça, c'est des choses, par exemple, pour lesquelles on pourrait faire des recommandations. Et après, l'autre question que nous, on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter le passage de la sensibilisation à la mise en place d'actions. Et nous,
nous, l'axe qu'on a vu, c'est l'utilisation des outils d'aide à la décision, parce que c'est des outils vraiment très utiles, qui peuvent s'avérer vraiment très utiles. Fait que nous, on va chercher à savoir quel est le problème qu'ils rencontrent avec ces outils, parce que la littérature dit aussi que ces outils-là sont très, très peu utilisés. Fait que nous, on va chercher à savoir pourquoi ils ne sont pas utilisés, puis comment est-ce qu'on peut les rendre plus accessibles ou faciliter leur utilisation par le personnel des municipalités en charge de l'eau potable. Simon B demande, probablement qu'il vient de la santé publique, parce qu'il dit, serait-il possible de partager aux directions de santé publique les données obtenues dans votre sondage? Sinon, serait-il possible de communiquer les résultats ventilés en fonction des régions socio-sanitaires du Québec? Donc, ça va aller un petit peu plus tard, j'ai l'impression, à la fin de ton doctorat, oui. Oui, c'est ça. On va y réfléchir. Oui, parfait. Donc, attendez une minute. David Consalves, la DSP de je ne sais pas trop quel endroit, je ne suis pas capable de lire au complet. Donc, si je comprends bien, votre équipe de recherche travaille au développement d'un outil d'aide à la décision. Je suppose que c'est tout un défi de créer un tel outil étant donné le contexte géographique, démographique et environnemental propre à chaque municipalité. En fait, oui, effectivement, c'est un défi de créer ce type d'outil, mais on ne travaille pas à la création d'un outil d'aide à la décision. Non. Ce qu'on fait, c'est, ou du moins ce qu'on va faire, c'est trouver quel est le problème, quelle est la raison qui fait que les gens dans les municipalités se servent très peu de ces outils-là. Et comment est-ce qu'on peut pallier à cette situation. En fait. C'est ça qu'on va faire. Pardon? Ah oui, donc en fait, pour arriver à répondre à ces questions-là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place des jeux sérieux, c'est-à-dire une mise en situation vraiment des personnes qui vont se porter volontaires pour cette étude-là à la suite de l'enquête. Donc, il y aura une mise en situation, c'est-à-dire qu'on va sélectionner quelques outils d'aide à la décision qui existent déjà. Puis, on va, développer oui, c'est ça, développer des scénarios hypothétiques. Des scénarios hypothétiques, ça veut dire des scènes qui vraiment pourraient, des scènes qui n'existent pas, mais qui pourraient exister. Par exemple, une inondation ou par exemple un feu de forêt qui est suivi de fortes pluies. Puis, on va demander aux personnes d'utiliser les outils qu'on aura sélectionnés pour trouver des solutions d'adaptation pour gérer la qualité de l'eau potable, la qualité de l'eau tout au long du système de production d'eau potable, c'est-à-dire de la source au réseau de distribution en passant par l'usine pour produire et distribuer de l'eau potable aux normes, aux populations. Donc, en se servant de ces outils-là, on va observer les personnes qui vont se servir de ces outils-là. Puis ensuite, il y aura une discussion pour leur demander mais quelles sont les difficultés qu'ils ont pu rencontrer avec l'utilisation de ces outils. Comment est-ce qu'ils pensent qu'on pourrait faciliter l'intégration de ce type d'outils-là dans sa municipalité à lui-même et peut-être dans d'autres municipalités. Donc, en fait, c'est ce qu'on va faire. Loïc P. qui demande le changement climatique peut-il avoir aussi un effet bénéfique, notamment avec une hausse des températures avec une hausse de la température, l'activité bactérienne peut être augmentée et favoriser une meilleure bioépuration, auto-épuration ou une dégradation des contaminants.
C'est une belle question, hein? Oui. Parce que j'ai souvent observé, effectivement, qu'il peut y avoir des choses bonnes, mais dans le bilan. Je pense que ça dépend du domaine dans lequel on se trouve. Mm-hmm. Je veux dire, si on est au niveau des réseaux ou des usines de traitement d'eau usée, là, oui, je dirais que oui, ça pourrait avoir des impacts positifs. Parce que, notamment au niveau des boues épurées, on cherche à accroître ou à optimiser le développement des bactéries pour pouvoir traiter toutes les pollutions qui se retrouvent au niveau des eaux usées. Mais dans le cas des eaux potables, dans la mesure où on veut réduire le plus possible tout ce qui est activité bactérienne, non, je ne pense pas qu'il y aurait un effet positif. Donc, je dois, parce qu'il y a beaucoup de messages qui disent que c'est une belle présentation et tout. Est-ce que, il y a Simon B qui demande, est-ce que les outils d'aide à la décision actuellement proposés dans la littérature impliquent des avis d'information à la population? Exemple, diminution de la consommation d'eau potable. Il existe toute une panoplie d'outils d'aide à la décision. Il y en a vraiment beaucoup. Notamment au niveau, ça c'est l'aspect vraiment quantitatif. Donc oui, il existe des outils dans ce domaine-là. Pour réduire mais vraiment pour réduire la consommation, comment dire, les outils qui existent, ils sont plus de ce type-là, ils sont plus utilisés au niveau des décideurs. C'est-à-dire que ces outils-là vont permettre, par exemple, aux décideurs de savoir à quel moment il serait propice de mettre en place une campagne de sensibilisation pour les populations par rapport à cette problématique-là. Mais bon, je n'ai pas vraiment, cherché sur cet axe-là. Donc, j'en connais pas beaucoup des outils de ce type-là. Mais il y en existe. OK, oui, j'imagine effectivement. Après d'écrire un message. Ah, non, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous ai publié plus haut dans la conversation l'adresse pour assister à toutes les conférences, revoir les conférences de la chaire. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public présent? Non? Parfait. Donc, on arrive de toute façon à la fin. Donc, nous vous remercions à tout le monde, à tous et à toutes d'avoir assisté encore nombreux à cette conférence. Il ne nous reste plus rien qu'à vous inviter à la prochaine visioconférence qui va avoir lieu le 9 décembre prochain à midi. Donc, on a une journée décalée, le 8 étant la journée de la fête de l'université. C'est une journée où l'université est normalement en partie fermée. Cette conférence-là va être donnée par Alexandra Cassivi. Le titre de sa conférence va être « Approvisionnement en eau potable dans les communautés isolées en région arctique. Quels sont les enjeux? » Donc, au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Et puis, c'est terminé comme ça. Donc, ça finit toujours assez raide, une conférence, une visioconférence, mais c'est comme ça. Donc, à la prochaine tout le monde. Au revoir. Merci, Cynthia. Ouais, félicitations, Cynthia. Super.